Et puis aussi, je me rends compte à quel point j'ai beaucoup changé le scénario de Joss Whedon. Je me souviens qu'à la fin, ça se terminait avec des dragons qui volaient au-dessus de falaises, un truc comme ça. Et par exemple, quand Sigourney Weaver tombe dans l'espèce de nid d'alien, c'était une séquence d'action. Et moi, j'arrêtais pas de dire « Oh, j'aime pas les séquences d'action, j'aime pas faire peur en plus ». Donc, j'arrêtais pas de changer les choses. Quand j'ai fait le storyboard, je m'étais fixé comme règle de conduite de trouver une idée personnelle pour que ça tienne un peu mon film. Et je me souviens du coup que Kassovitz, quand il a vu le film, il a dit « On dirait un film de Genet avec des aliens dedans ». Et je trouvais que c'était un gros compliment en fait. Je me suis vraiment accaparé. Le résultat, c'est que quand je suis revenu en France, j'étais un héros, mais vous ne pouvez pas imaginer, comme si j'avais gagné la Coupe du Monde à moi tout seul. Et aux États-Unis, ça n'a pas marché du tout. Il a fait 49 millions de dollars parce que c'est pas assez bourrin pour eux. C'est un film arty, ce qui est un très très mauvais, un gros mot pour les Américains. C'est un film arty, quoi, donc ils le détestent. Et moi, je suis pas mécontent un peu d'avoir baisé Hollywood. Et en même temps, ils m'ont laissé une liberté que j'aurais plus aujourd'hui, quoi. Toutes les idées que je vendais, il y en a l'alien qui appuie sur le bouton rouge avec sa langue, le petit cube de whisky qui fond, tout ça. Il y en a partout, c'est mes idées à moi. Ils m'ont laissé faire et les acheter toutes, quoi. Et merci à eux quand même, parce qu'ils m'ont laissé une vraie liberté. Et je pense qu'avec comme le monde a changé avec le marketing, aujourd'hui, ça ne pourrait plus exister, quoi. Non, ce que j'ai vraiment rajouté, c'est l'humour. C'est pour ça aussi que les Américains n'aiment pas trop, parce que j'ai un peu enfreint la règle, mettre de l'humour là-dedans. C'est vrai que j'étais un peu loin des fois. Pour ouvrir la porte, le coup de la laine, c'est un peu gros. Mais c'est surtout la scène où Dan et Daya meurent en prenant sa cervelle dans l'eau chaude. C'est franchement... Ils voulaient la couper tous, le studio voulait la couper. Vous savez, on fait des test screenings là-bas. Et alors j'ai tenté un coup de poker, j'ai dit à Tom Hoffman, le patron de Fox, questionnez lors du prochain test, qui avait lieu à Las Vegas, questionnez les gens sur cette scène, et c'est pas on la coupera. Et ce jour-là, mais alors coup de chance extraordinaire, dans la salle, les gens hurlaient de rire, et dans les formulaires de réponse, ils avaient tous dit la scène préférée, c'est celle-là. Et le test screening a sauvé cette scène. Donc, vous voyez, tout est possible en fait. Et justement, c'est quand même un film, comme tu dis, américain, mais avec ta patte. Et surtout, que c'est à l'époque, les trois télé avaient été filmés en Angleterre avec des équipes anglaises. Là, c'est l'inverse. Ils t'ont fait venir, toi et ton équipe. Ils ont été adorables avec moi. Ils m'ont dit fais venir qui tu veux. Donc, il y avait Darius Konji, le chef-op, Pitoff pour les effets spéciaux, Hervé pour le montage, ma script, mon premier assistant. Il y avait Dominique Pidon, moi, et Dubois. Oui, tout Dubois pour les effets spéciaux. C'était vraiment les petits Français à Hollywood, quoi. C'était génial. Comment as-tu vécu cette aventure hollywoodienne, toi, Hervé? C'est génial. Genre, je suis avec le téléphone sur mon répondeur en me disant bonjour, je suis Tom Ruffin, c'était Bill Bellato, responsable producteur de la post-production chez la Fox. Est-ce que ça vous intéresse de faire un prochain Alien? Non, c'était formidable. On a passé, moi j'ai passé un an là-bas. Ils montaient au fur et à mesure du tournage. Et c'était formidable, quoi. C'était magnifique. On a vécu notre rêve hollywoodien, le gamin. Rêve, oui, en même temps, il y avait un truc, une incroyable surprise, c'est que rien ne marchait jamais. Alors il faut dire qu'il y avait plein de films de science-fiction qui se faisaient en même temps, et j'ai pas forcément hérité des meilleurs. Hein. Et alors il y avait Tom et Alec qui ont fait les costumes, qui ont fait les animatroniques, c'était génial, on est restés potes, c'est des gens formidables. L'équipe d'effets spéciaux de plateau, c'était des bras cassés, je vous le dis pas. Il n'y a rien qui marche jamais. Et puis ils mettent la technique, premier moteur, mouvant pour moi, rolling, la caméra est en panne. Le rêve d'Hollywood s'écroulait devant mes yeux, quoi. Après, c'est vrai que je comprends pas ce que c'est faire bizarre de se dire j'ai fait plusieurs films français, des 4 scènes, ces enfants perdus, et d'un seul coup tu dis tiens, il y a cette grosse boîte qui m'appelle pour réaliser Alien qui était énorme déjà je fais à l'époque. Tu vois, ça fait quoi de se dire que tu participes à ce mastodonte? Déjà, je parlais à peine anglais, donc j'ai pu parler grâce à une interprète que j'avais rencontrée pendant la promotion de La Cité des Enfants Perdus, qui traduisait en simultané, donc en même temps, elle finissait que de secondes de retard. Alors, au studio, je leur dis, vous voyez, il n'y a pas de problème, je parle anglais. Ils m'ont avoué après que quand ils ont dit au grand patron Peter Chorley, on a dit quand même, un réalisateur parfois un mot d'anglais, ça leur a fait bizarre. Mais bon, on a fait le film comme ça quand même. Mais moi, j'étais persuadé de toute façon que j'allais virer au bout de 3 semaines, parce que justement, je ne parlais pas anglais. Puis, bon. Et puis en fait, non, une fois que je m'y suis mis, c'était comme faire un petit film moi, avec le storyboard, avec tous les trucs. C'était la même chose finalement. Et comme il me faisait confiance, j'ai fait un test, je me souviens, quand je suis arrivé, je ne dormais pas avec le décalage horaire. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je suis capable vraiment de le faire? Et bien, trouve une idée pour le générique. J'avais trouvé une idée géniale
On commençait à l'intérieur d'un œil, puis en reculant, on s'apercevait que c'était un œil d'alien, puis une mâchoire, puis non, en fait, c'était un insecte, un doigt l'écrasait, le mettait dans une paille. C'était un type qui soufflait l'insecte sur une vitre, et on reculait, on était dans un cockpit de surveillance d'un vigile sur un immense vaisseau. Donc on partait de l'intérieur d'un œil d'insecte pour finir sur un vaisseau dans l'espace. Oh, je raconte mon idée au studio, puis ils font ouais, sympa et tout. Et 2 jours après, dans les couloirs, on disait oh, c'est génial l'idée, parce que là-bas, les rumeurs courent très vite. Et donc tout le monde avait colporté l'idée, et je me suis rendu compte en fait que j'étais capable de le faire. Ça m'avait beaucoup rassuré. Et surtout, c'est toi qui le voulais. Ils n'ont pas juste pris au hasard. Oui, ils avaient dit, on pense que c'est moins risqué de prendre un risque, même si vous ne parlez pas anglais, parce que Alien, c'est une franchise, c'est le 4e, et on risque si c'est trop classique. Mais ils avaient beaucoup aimé La Cité des Enfants Perdus, contrairement à la France, où on avait fait l'ouverture de Festival de Cannes, où ça avait été un désastre. Daniel Toscan du Plantier m'avait dit, vous allez voir, vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de La Chasse. C'était exactement ça. Et là-bas, par contre, moi, quand j'avais été les voir, ils disaient, on adore La Cité, je me disais, je fous de ma gueule, en fait, c'est comme ça. Et non, c'était vrai, ils m'ont confié ce gros truc quand même. Et alors, surtout, je me disais, alors, succéder à Ridley Scott, James Cameron et David Fincher, laisse tomber, tu seras viré au bout de 15 jours. Et justement, tu parles de ce réalisateur, et est-ce que toi, tu avais un attachement particulier à Alien avant de travailler dessus? Ah oui, le premier, avec Caron, on était en train de faire notre court-métrage Le Bunker de la dernière rafale. Quand on était le voir, on était ébloui, estomaqué, grand classique. Après, le James Cameron, c'est plus un film de guerre, et David Fincher, et le pauvre, il a tellement souffert parce qu'il n'avait pas de scénario quand il tournait, le scénario n'était jamais fini, que quand je suis arrivé, il m'a dit, mais fiche le concours, non, tu vas avoir les honte de tuer. Heureusement, il n'est pas boycotté. Est-ce que tu avais toi aussi un attachement pour Alien? Est-ce que toi, tu étais fan de la franchise avant de voir ça? Oui, le premier était formidable, le deuxième, il y avait des gros guns, c'était un peu moins intéressant, et le troisième, il n'y avait pas de gun du tout, c'était mieux. C'est un 2 que t'es pas gêné. Mais oui, non, c'était formidable. Et puis, c'était le fait d'aller faire un film Hollywood, c'est quand même un peu la mecque pour un petit technicien français, c'est toujours une aventure intéressante. Et la grande intelligence de la Fox à ce moment-là, pour cette série, pour cette franchise, c'était d'aller chercher des réalisateurs qui avaient un style, un monde à eux, et de les laisser faire. Ça, c'était super. Je ne sais pas si c'est encore possible. On a eu d'autres réalisateurs français qui ont bossé sur des films américains. On se rappelle de Texas Chainsaw Massacre, qui aujourd'hui c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Ils étaient en mode Yes Man depuis début 2010. Quand vous avez commencé à bosser sur le film, en même temps, il y avait un autre film sur lequel j'ai travaillé qui était Titanic. Est-ce que vous avez senti que du coup vous étiez en mode on vous laisse faire ce que vous voulez, on se concentre sur le gros machin à côté? Oui, parce que je me souviens à un moment qu'il nous manquait un peu d'argent, alors j'envoie les 2 filles, Nada et Sigourney, au front voir Pete Mécanique, le grand patron. Et elles reviennent en me disant oui, en fait, ça n'a rien obtenu du tout. Donc je vais le voir moi et Jean-Pierre. Laissez-moi 2 jours. Il nous reste 2 jours sur Titanic. En 2 jours, tout peut arriver. Et le 3e jour, effectivement, il a un peu desserré le cordon de la bourse. Ça, c'est un peu nouveau. Pour au niveau, par exemple, de ton équipe française, de tout, tu étais l'année Hervé, tout le monde, et on sait aussi que Marc Caro a un petit peu travaillé dessus. Et juste, alors, a-t-il été... Au tout départ, moi, je me dis, est-ce que tu as envie de venir à Hollywood avec moi, comme on avait fait les films ensemble, il était plus directeur artistique. Il me dit, ouais, si je peux pas mettre des boulons partout, si je peux pas faire ce que je veux. En plus, il conduisait pas, et il n'aimait pas le soleil. Alors, les Angeles, pour lui, il pas partout. Donc, il est venu quand même pendant 1 ou 2 semaines, 3 semaines, pour faire des dessins des costumes. Et donc, j'ai donné tout ça à Bob Riggood, le chef costumier, et il n'a pas gardé grand-chose. Donc, il reste un peu le personnage de Pinot, un petit peu, mais pas grand-chose, en fait. Ah, d'accord, il est un peu... Ouais. Et tu parles aussi d'influence. On ressent vraiment la patte Didier qu'on voit lui. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce que tu as voulu mettre de Didier du coup, dans le premier film? Didier, ils m'ont dit tout de suite, on n'en veut pas, parce que sur le numéro 3, ils s'étaient pas moqués d'eux, mais ils avaient dit, il paraît qu'il avait dessiné des aliens en forme de saxophone, ils avaient moyennement apprécié. Et donc, j'ai pas pu l'engager, mais moi, c'était vraiment, pour moi, c'était Agnès, c'était une idée tellement géniale qu'ils avaient eu sur le premier de l'engager. Donc, j'ai donné ces bouquins, j'ai acheté tous ces livres, j'ai donné ça à toute l'équipe technique. On a dit, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'il faut suivre. Et j'ai raconté ça en promotion, et Guy avait lu, il a été très touché. Et un jour, il est venu à Paris, il m'a contacté, il m'a dit, allez, on se rencontre. Et il était dans un hôtel des Champs-Élysées, je m'attendais au Raphaël ou je sais pas quoi.
Non, c'était un tout petit hôtel, on était assis sur le bord du lit, pas de chaise, et c'est lui qui faisait des selfies avec moi, c'était le monde à l'envers. Donc, parce que très gentil, il a l'air comme ça, très monstrueux, il était adorable en fait. Ça, comme quoi ça casse un peu le mythe du personnage, parce que beaucoup de personnes, même dans les podcasts, Bigger, qui était un peu dans ce monde, dire qu'il est inatteignable. Ce jour-là, en fait, il me proposait un film d'animation dont les héros étaient des bras et des moitié bras, moitié jambes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, pour faire l'inverse de Rayman. Pour faire de l'émotion, et ça, bonjour. On parlait du coup tout à l'heure, on a des gens qui nous posent des questions. Il y a une question, je trouve ça hyper intéressante. Est-ce que c'est, par rapport à nos est-ce que c'est vrai que M. Pignon ne voulait pas à la base aller participer au film et que ce serait Sigourney Weaver qui l'a appelé pour. Non, c'est vrai. J'ai vu vraiment à genoux devant le téléphone Sigourney appelant Dominique, il n'y croyait pas, il croyait que c'était une blague. Donc il est venu. Après, c'était long, 6 mois de tournage, et il n'a pas tant de scènes que ça. Quand il a vu le film, il était un peu déçu. J'ai passé tellement de temps pour que ça, finalement. Et est-ce que justement c'est votre film au montage et à la réalisation, ou est-ce que la Fox à l'époque a eu quand même sur le Final Cut, on va dire, c'est assez imposé? Est-ce que c'est votre film ou c'est un peu les deux ou vraiment pas eu? C'est vraiment, on aime dire que le montage qui est là, c'est le montage de Jean-Pierre. C'est vraiment le director's cut. On a eu évidemment des previews, on a eu des notes. Comme Jean-Pierre racontait, on a eu une projection à Las Vegas, mais c'était le soir. Mais raconte, les gens entendent l'histoire à Las Vegas. C'était bon, voilà. Donc on est averti qu'il y a la projection, le preview qui est prévue à une date précise, et on doit attendre devant le building dans lequel on travaillait, on montait, mais on ne savait pas où on allait. C'était secret. On a su où on allait. Alors la limo arrive, nous prend, nous emmène à un aéroport privé. On trouve un petit jet, on monte dans le jet, et là, dans le jet, on nous dit c'est à Las Vegas, la projection. On n'avait pas le droit de le savoir avant. Donc on va à la projection, ça se passe super bien, les gens ne savent pas qu'ils voient Alien quand ils viennent à la projection. Et le générique commence, ils entendent les 3 points de note, et là, c'est waouh! Dans la salle, c'était super. Et là, tu te dis, putain, j'ai fait Alien. Ouais. Et donc après, il y a les tests, il y a les questionnements, les gens remplissent des fiches avec des tas de petites questions. Et ensuite, il y a le focus group avec 20 personnes qui sont interrogées par un responsable, un spécialiste, qui leur pose toutes les questions embêtantes que le studio veut poser pour faire éventuellement le body. Et donc, à la suite de ces résultats-là, on reçoit des notes. Et toutes les réponses sont analysées, on reçoit des notes avec des suggestions et des endroits où on nous dit là ça ne va pas trop, là ça ne va pas trop, là il faudrait changer éventuellement. Et à chaque fois qu'on a vu ces notes, à chaque fois on s'est dit, elles étaient vraiment bien les notes, hein, on s'est dit à chaque fois ça marchait, et c'est des endroits où nous on se disait ça va bien, mais on sentait qu'on aurait peut-être pu faire mieux, mais on n'a pas vraiment eu le temps en fait. Donc on a étudié les notes, on est allé voir ce qu'on pouvait faire. Et à chaque fois, on a fait ou on n'a pas fait, selon notre envie. Et au final, on était super contents, et tout le monde était super content. Donc et de temps en temps, on essayait un truc en râlant, et puis on disait, c'est nul ça. Et le producteur exécutif, il disait, ouais, mais c'est le stagiaire qui a essayé son truc. Je dirais que vous l'avez essayé. Donc on s'en sortait pas mal quand même. Et des fois, et là j'ai appris beaucoup, on se disait, ah bah merde, ils ont pas tort là. Donc moi, j'ai appris à écouter quand même. Et depuis, je fais des tests, mais je faisais déjà avant avec Delicatessen et La Cité, mais de plus en plus, je fais des tests pour voir là où les gens ne comprennent pas, pour voir là où on a tellement la tête dans le guidon, par moment, on ne se rend pas compte qu'il y a un problème de compréhension. Donc voilà. Mais par contre, quand moi, je fais des tests, après, j'en fais ce que j'en veux. Alors que là, il faut écouter, il vous pousse à écouter ce qu'ont des spectateurs. Mais le pire, c'était Harvey Weinstein, qui lui, c'est une petite fille. C'est le pire de façon générale, Weinstein. Si une petite fille disait, ah, j'ai eu peur dans TSP Met, Dr. Le garçon et le monde dans le camion, on coupe la scène. Voilà, c'était ça, les gars, c'était horrible. Tu aurais dû faire comme Miyazaki, lui envoyer un katana en disant no cut, ou une baguette en disant no cut, voilà, la française. Il t'aurait peut-être pu écouter. Oui, il y avait un référence. Tu l'as fait pour des Delicatessen? Oui, on fait ça. Tu te souviens que on avait appris qu'il y avait le monteur de Star Wars qui était dans la salle. Tu te souviens de ça? Et en fait, il était là clandestinement. La Fox emploie des monteurs qui étaient à la retraite parce que les mecs qui ont un regard neuf, pour eux, c'est facile de voir ce qui ne va pas.
Et nous, on était plutôt fiers de ça. On lui a appelé, mais le mec, il était super honteux, il était embêté parce qu'il pensait qu'on n'allait pas être content, quoi. En fait, il n'avait pas le droit de nous parler par contrat avec la Fox. Aujourd'hui, quand on parle de la filmographie de Jean-Pierre Jeunet, on pense souvent à Ses enfants perdus, Délicat les scènes, puis après on passe à Amélie Poulain, à Dimanche de fiançailles, et ainsi de suite. Est-ce que toi, par contre, tu considères quand même que Alien, la résurrection, fait partie de ta filmo et a eu un impact sur tes films suivants, comme Amélie Poulain, comme Dimanche de fiançailles, ou celui-ci, il est spécial? C'était une parenthèse hollywoodienne, une immense aventure. En plus, nos vies personnelles ont explosé. C'était une incroyable aventure. Tous les Français qui passaient à Hollywood venaient dormir chez moi. Enfin, c'était quelque chose, quoi. Mais franchement, le scénario est un peu con quand même, quoi. J'ai essayé d'arranger les choses, mais franchement... Alors, Joss Whedon, aujourd'hui, il est furieux. Il dit que j'ai saboté son boulot. Et je ne doute pas que si lui l'avait réalisé, parce qu'il est devenu réalisateur après, il en aurait fait un immense succès, parce qu'il a le don, il a le sens du public américain, des films plus bourrins, je dis ça entre guillemets, quoi. Moi, j'en ai fait un film Marty, donc c'est ça qui me reproche. Le gag de l'araignée aussi, ça me fait vraiment marrer, mais lui, qu'est-ce que c'est que ça, vous voyez Non, je suis quand même très content d'avoir fait un film Marty à Hollywood. Mais non, mais je l'aime bien quand même. Pas tout, de temps en temps, je me dis, quand même, c'est un peu crétin, là. Mais il y a des moments où je me dis, c'est quand même pas mal fait, comment je referais ça aujourd'hui, quoi. Et tu as suivi après, on va dire, un peu la scène solo, puis quand il monte à l'échelle, c'est pas bon. C'est quand même dans ce film. Non, par contre, excuse-moi, si vous voulez plein d'anecdotes, j'ai sorti un livre qui s'appelle 500 anecdotes de tournage, je crois, je me souviens. J'ai trouvé ça sur Internet et il y a plein d'anecdotes sur tous les films. Et justement, cette scène de l'eau, tout le monde dit, de ce que j'ai vu, c'est les potes de théâtre, c'était une plus dur à tourner. Toi, ton sentiment, toi, au tournage, toi, au montage, sur cette scène, qui est un peu le money shot peut-être du film, qui est un peu important, comment ça s'est passé? Comment c'était tourné tout ça? C'était au moins 3 semaines, puis c'était compliqué parce que moi j'étais dehors et je ne voyais pas les problèmes qu'ils avaient. Et je pouvais leur parler avec des speakers sous-marins et eux ne pouvaient pas me répondre. Et je ne comprenais rien. Autre anecdote, à un moment, des gars du making-of viennent avec une caméra vidéo, ils la plongent sous l'eau et enfin je vois ce qui se passe, enfin je vois les problèmes. Et je leur dis, mais pourquoi nous on n'en a pas? Ils m'ont répondu, vous n'avez pas demandé. Et il faut arriver au niveau du montage? Moi c'était formidable, j'en savais du matériel extraordinaire, pas énormément de plans tous les jours, mais tous les plus sublimes les uns que les autres. Et le premier montage de cette scène faisait genre, on avait presque 20 minutes à la fin au début, mais le premier montage c'était super long. C'était magnifique, c'était génial. Donc je me disais, il faut raccourcir là, elle fait quoi, 7 minutes ou un truc comme ça? Peut-être moche. Et donc je me suis dit, la solution c'est de garder que des beaux plans. Et là je regardais le premier montage et je me disais, celui-là on garde, il est vraiment très bon. Celui-là, quand même, ils sont beaux. Bon. Et l'autre, c'est super beau, quoi. Comment je fais? Donc on a eu un petit peu de mal. Ouais, on avait montré à l'équipe, il l'avait monté, mais des musiques provisoires, et ça avait motivé toute l'équipe de l'avoir monté. Et c'était le truc que tu as tourné en premier en plus. C'était presque au début. Au début, ils avaient construit le bassin, c'est pas sur les films. Aujourd'hui, vous suivez encore un peu l'actualité alien, vous? Oui, moi j'ai vu les 2 derniers de Ridley Scott, mais j'ai trouvé les scénarios faibles, mais évidemment la réalisation formidable, parce que Ridley Scott, c'est un immense réalisateur. Mais quelque part, la technologie qui est tellement parfaite, c'est presque moins bien que son premier, parce qu'on le voyait à peine, on sait pourquoi, c'est un homme en costume, mais ça se voyait. Donc ils ont énormément coupé, et à l'arrivée c'est génial, parce qu'on le voit à peine, quoi. Alors moi j'ai un peu honte dans ce film, c'est des plans CGI. C'était les tout débuts du CGI, ça coûtait une fortune, et ils sont pas bien, quoi. La matière, la lumière, on a quoi, une douzaine de plans, quand ils grimpent à l'échelle, ils sont horribles, les plans en CGI. Mais parce que c'était trop cher et on ne savait pas encore bien faire. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait 8 fois mieux. C'est un film vintage, là. Oui, voilà. Dans Ridley Scott, c'est formidable. Mais quelque part, ça ne vaut pas le premier. Et encore, je trouve que sur la 35 mm, ça passe beaucoup mieux. C'est vrai que sur le DVD, par exemple, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu plus... le CGI sort un peu plus que sur le... Mais ça reste quand même un film des Watch. Et est-ce qu'on peut parler aussi du Alien? Le xénomorphe ne me fait plus trop peur. Je trouve le xénomorphe super classe. Le xénomorphe, l'alien, c'est le nom de la boîte. Tu feras ça au montage quand on va aller racheter. Le xénomorphe me fait plutôt peur, mais il est hyper stylé, il est iconique. Par contre, l'espèce d'enfant de cauchemar, l'hybride alien humain
qui est une horreur sans nom. J'ai pas eu autant flippé que depuis la mouche de Cronenberg. Enfin, ça me fait mal. Est-ce que c'est du Whedon, de toi? Alors, c'était dans le scénario, et puis ça a été fait par la société EDI, Tom et Alec, qui l'ont créé. Il a été dessiné au départ par Chris Cunningham, un jeune anglais qui a fait des vidéoclips formidables. Et ça a été longtemps, est-ce qu'on l'humanise vraiment, les yeux? Et je sais que ça a été beaucoup critiqué parce qu'il a un côté King Kong, il est un peu humanisé, mais quelque part, il fallait bien aller un peu plus loin. Tout avait été déjà raconté, il fallait aller autre chose. Je sais que Caro, par exemple, quand il a vu le film, m'a dit « Ouais, je t'avoue que le petit nez qui bouge, ça craint. » Tout ce qu'il m'a dit du film, merci, sympa. Mais oui, encore aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi penser. En même temps, il y a des trucs formidables parce que c'était tellement dur à filmer, c'est des animatroniques. Il y a un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il claque des dents et si vous avez alors qui fait ça, c'était un accident. Il y avait un accident avec l'informatique et ils n'ont pas fait exprès de faire. Il y avait 18 marionnettistes derrière pour faire marcher. Et lui, il était sur un pieu, il était comme enfoncé sur un pieu, je pouvais le filmer qu'en contre-plongée. C'était extrêmement compliqué à filmer ce bazar féminin. Et toute la scène de l'accouchement, c'est Pitof qui l'a fait en deuxième équipe et il a fait un travail remarquable. Ah bah oui, tout le monde connaît Pitof ici. Pitof, c'était le pape des effets spéciaux à l'époque. Il avait la société Durand à l'époque. Et je l'ai appelé, et comme Hervé, j'ai dit, est-ce que ça te dirait de venir faire Alien? Je jure que c'est vrai, ça fait. Il est venu, il n'est plus jamais reparti, il est resté à Los Angeles. Malheureusement, il a eu le malheur de faire un film qui s'appelle Catwoman. Il a gagné les Razzies, c'est pour ça que je dis ça, j'adore Pitof, mais c'était un film, on appelle ça des Runaway Train, c'est-à-dire un film, on sait qu'on va dans le mur, mais on ne peut plus l'arrêter, c'est trop tard, le scénario n'était pas très bien. Et voilà, mais bon, il est toujours là-bas, il a fait carrière à Hollywood. Catwoman a marché pour que Madame Web puisse courir. Après, les gens, ils ont été durs sur... Ils ont été durs avec Pitof, alors qu'il a quand même fait, c'était le pack du spécial français. Et là, il nous a sauvé des coups, comme ça, rien ne marchait jamais. Je prends un exemple. Quand Christy, ça s'appelle Christ, je ne sais plus, qui porte Pinon dans son dos, monte à l'échelle, pour le soutenir, il y avait toute sa raison de câble avec des poulies, des contrepoids, ça avait coûté $1 million. C'était un truc. Et tous les jours, je disais, je n'ai pas vu marcher, ça vous pouvez me montrer, non, demain. Et puis le jour du tournage, ça ne marchait pas. Et je dis, je fais comment? Démerdez-vous. Et donc, on a mis une corde dans de pour Pinon, et c'était des machinistes qui tiraient la corde pour le soulager, et c'est Pitof qui a tout effacé, tout refait. Les armes à feu. À l'époque, il y avait un système de cartouches à gaz, parce qu'il y avait eu l'accident du fils de Bruce Lee, donc il y avait des systèmes de cartouches à gaz qui faisaient des flammes, de la fumée, qui n'étaient absolument pas dangereux. Ils n'ont jamais été foutus de les faire marcher. On avait des tonnes et des tonnes d'essais. Oh oui, les mecs étaient noyés dans la fumée. J'ai reçu en 35 mm le matériel nécessaire à tourner et à monter un long métrage français, juste en essai de cartouches de gaz, qui ne marchaient pas. Et comme ça ne marchait pas, les producteurs faisaient... Ils souhaitaient de faire bing bing, parce que... On t'envoie, fais pas bing bing. Et c'est Pitof qui a rajouté tous les effets, tout. Donc, il a sauvé des coups à ce pauvre mec des effets spéciaux. Il était 80 aux effets spéciaux. Et rien ne marchait jamais. Mais ça arrivait souvent, ça, ou c'était vraiment juste sur Alien, mais... Moi, j'en ai fait qu'un, je peux pas vous dire. Du coup, on va même passer, ce que je sens qu'il y a des gens qui ont beaucoup de questions. On va passer à la séance des questions-réponses. Alors, qui a une question? Alors, en tant que réalisateur français, est-ce que vous avez été impliqué dans la VF du film ou pas du tout? Oui, bien sûr, je suis rentré pour faire le doublage, bien sûr, oui. En plus, le type qui avait fait l'adaptation, c'était horrible. Quand je l'ai reçu, c'était horrible. Et puis, je l'ai appelé, il m'a dit, écoutez, moi, je fais une pièce de théâtre, alors votre truc, hein. On a parlé comme ça. Donc, je suis revenu et je l'ai supervisé, j'ai fait le mieux que je pouvais. Je reviens, mais aujourd'hui, je trouve les versions françaises irregardables. C'est pas possible, je déteste ça. Et quand on a fait le mieux qu'on pouvait. Il y avait Donadieu, je crois que j'ai un personnage. C'est bon, bah. Alors, d'abord, désolé, je ne suis pas francophone. La question, c'est par rapport à ça. Vous avez dit que vous ne parlez pas du tout anglais? Très peu, oui. Pendant la production. Et moins de 12 ans après, ça sort les Anthology en DVD. Et il y a tout un commentaire de 1h30 des trois en train de commenter les films en anglais. Alors, oui, mais avec un accent de merde. Hein. Oui. Non, je suis nul en anglais. Bon, je me débrouille maintenant. Il faudrait le faire sans interprète aujourd'hui. Mais non, oui, c'est terrible. Finalement, je fais des progrès pendant les promotions des films. À chaque film, comme je voyageais beaucoup, maintenant, avec Internet, on ne voyage plus. Mais... Donc, c'est là où j'ai fait un peu de progrès en anglais. Je suis marié avec une américaine. Alors, bon, je l'ai dit,
Elle parle français, donc je ne parle jamais en anglais. Bonsoir, déjà merci pour le film. C'est un plaisir toujours de le revoir, même là, première fois là en 35 mm. Mais j'avais une question justement un peu là, vu qu'il y a Alien Romulus qui sort en août prochain. C'est quoi un peu déjà votre point de vue sur les blockbusters un peu actuels, vu qu'il y en a déjà de plus en plus, et un peu sur justement, déjà, est-ce que vous l'attendez un peu ce prochain Alien? J'irai le voir par curiosité, j'ai vu les deux Ridley Scott. Mais les blockbusters, tout ce qui est Marvel, moi je ne vais pas voir, ça me gonfle. Enfin, je trouve ça trop bête. J'adore Scorsese, j'attends le prochain Coppola avec impatience. Il y a des tas de films américains que j'aime, hein, mais pas les Marvel, pas les films d'action, parce que ces trucs-là, ça me désespère. En fait. C'est Scorsese qui dit que c'est plus proche du jeu vidéo que du cinéma, quoi. Alors déjà, félicitations pour le film. C'est encore une fois, mais c'est un film que je trouve infiniment riche sur tellement de thématiques. Et j'avais une question par rapport au casting. Je trouve que l'un des points très forts du film, ça va être la prestance des personnages et la manière dont ils apportent tous quelque chose. Il y a vraiment une patte dans Sigourney Weaver, évidemment, mais aussi sur tous les personnages secondaires qui sont pour moi une force énorme du métrage. Je voulais savoir comment ça s'était passé, le processus du casting, si vous aviez apporté vraiment une patte véridique sur tout et ce qui s'est passé ensuite sur le tournage. J'ai fait totalement ce que je voulais et j'ai fait des essais avec tout Hollywood. J'ai vu passer des dizaines et des dizaines d'acteurs, ils n'ont aucun scrupule, enfin pas aucun scrupule, mais aucune honte à venir faire des essais. C'était génial, des essais. Et la Fox me foutait la paix, c'est juste... Il y a eu un acteur, je ne sais plus qui m'ont dit « Ah non, lui, on a eu des problèmes avec lui, évitez-le ». Et puis ils m'ont dit à un moment, quand même, s'il pouvait y avoir un Sud-Américain pour notre public, c'est pas mal, sans vous obliger. Donc j'ai pris Raymond Cruz, qui était très bien, voilà. Mais non, j'ai vraiment eu de la liberté, quoi. Alors, c'est juste pour le rôle de Rowan, c'est J.A. Freeman, que vous avez pu voir dans le film des frères Cohen, Miller Crossing. J'en avais vu beaucoup, et à chaque fois, ils étaient trop chers. Je me souviens plus de la liste, mais j'ai vu vraiment tout Hollywood. Je ne dis pas qu'il n'était pas bien, lui était formidable, il a donné une vraie leçon de mise en scène, de par ses notes qu'il avait écrites dans le scénario. C'était un super acteur, en fait. Et on a été très courageux, est-ce que je peux le dire? Oui, je peux le dire. Parce qu'il était séropositif, on est en 95, et quand la Fox l'a appris, ils m'ont dit « C'est toi qui décides », parce que ça aurait été politiquement incorrect de me dire « On ne le prend pas ». Mais moi, j'étais comme ça quand même, hein, parce que là, si vous avez claqué dans les doigts, j'imaginais 80 millions de dollars sur les épaules. Dans l'eau, ils pissaient dans l'eau des acteurs, c'était quand même pas que j'ai ça, quoi. Et ben, je pense que comme il était très motivé, justement, sur le film, il a tenu le coup, et puis je pense qu'il est parti, mais il n'y a pas si longtemps, en fait, il a vécu beaucoup plus longtemps. Donc je suis quand même très content d'avoir pris le risque. Et voilà. Okay. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir et merci pour le film qui est toujours super. Et c'est super de le voir au cinéma. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont vu au cinéma, mais ça fait plaisir. Je l'ai vu en DVD et tout. Là aussi, voilà, dans un vrai cinéma, c'est pour ça que sont fait les films. Moi, j'ai une question par rapport en fait, après ce film-là, est-ce qu'on vous a proposé d'autres franchises? Je sais que vous avez refusé de faire un Harry Potter, mais voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres franchises qu'on vous a proposées? Oui, j'en ai sûrement toute une liste. Non, Harry Potter, c'est le seul qui était vraiment... ça s'est passé chez Gallière à Paris. Il y avait David Eman, le producteur, il y avait le patron de la Warner, il y avait tout le monde. Ils me mettent le cerveau, ils me disent « C'est pour toi ». Et ben, je dis d'abord, je finissais le long dimanche, qui était même pas fini, on était en étalonnage. Ça voulait dire que je n'allais pas accompagner le film en promotion. J'étais épuisé. Il fallait que je commence le lundi suivant, c'était pas possible. Et puis, quelque part... Tout était sur la table, les costumes, les décors, le casting. Voilà, je cherchais juste un metteur en scène. L'auteur du bouquin aurait été par-dessus mon épaule, j'aurais rien pu changer. Alors que là, j'ai changé beaucoup de choses. Donc j'ai réfléchi quelques semaines et puis j'ai dit non. Bon, aujourd'hui, je regrette un peu au fait. Je crois pas que c'était le meilleur. D'après ce que j'ai entendu, c'était le 5, je crois. On m'a dit que c'était pas le meilleur. Ils étaient devenus adolescents boutonneux, un peu, les gamins. Ce qui aurait été génial, c'est de faire le premier. Ça aurait été fantastique. Donc je regrette un peu et je regrette en même temps. Il ne faut pas regretter les décisions qu'on prend à un moment, parce que si on les prend à un moment, c'est que voilà, ça doit être comme ça, quoi. Bonsoir, déjà bravo pour le film. Je suis fan de la saga, donc et je pense qu'il a toute sa place dans cette saga. Je voulais savoir en fait comment ça s'est passé en fait avec la Fox. Est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher? Comment ça s'est passé avec Joss Whedon? Excusez-moi. Vous n'avez pas bien écouté, hein? Si, mais est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher? Et surtout, comment ça s'est déroulé, en fait? En fait, ils avaient donc, comme je l'ai dit, adoré la cycle des enfants perdus. Et donc, c'était Danny Boyle qui devait le faire. Et Danny Boyle a renoncé, il ne s'est pas senti de le faire. Je reçois le scénario, on me le lit parce que mon anglais est trop mauvais.
je m'endors pendant la lecture. Je trouvais ça une bêtise à pleurer. Franchement, au début, là, après, moi, j'ai un peu arrangé, mais bon. Mais j'étais tellement sûr que j'allais être viré que j'y étais en toute confiance. Du coup, je leur disais, mais pourquoi vous prenez moi un petit français, vous avez plein de metteurs en scène. Vous voyez, ce genre de discours, ça les énervait, ça les excitait. Et à un moment, je leur dis, moi, si je vous préviens, si je le fais, je fais un storyboard, j'ai besoin de 2 mois pour faire un storyboard. On dit, on ne peut pas, on va perdre le Winona Ryder. Je vous jure que c'est vrai, je me suis levé. Merci de vous avoir rencontré. Je prends la main. Ils étaient sidérés. Jamais un petit metteur en scène français, ça serait permis de leur faire ça. Alors que les Américains, ils bavaient pour le faire, vous voyez. Et le lendemain, ils m'ont dit, bon, c'est bon, t'as 2 mois de plus. Et c'était un coup de poker et j'ai gagné, quoi. Donc, j'étais tellement décontracté, j'étais tellement sûr que j'irais pas au bout que, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et moi, j'ai l'impression, c'est vrai qu'on rebondit juste sur Joss Whedon. Est-ce qu'après, il y a eu des retours de sa part vers après le film, ça? Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce qu'il est encore vénère? Est-ce que quelque chose? Non, maintenant, il dit des mauvaises choses. À la sortie, il n'avait pas le droit par contrat, donc il nous acceptait. J'avais un récent du public, tout ça. C'est maintenant. Mais il n'a pas tort dans sa logique de film commercial. Lui, il aurait fait 300 millions de dollars en faisant un truc de bourrin. Vous voyez. Donc, moi, je ne leur veux même pas. Je pense qu'il n'a pas tort. Alors, une petite question pour les deux. Merci beaucoup. Donc, alors, ce film-là, il appartient quand même à cette vague de films qui a un peu commencé dans la fin des années 70 et qui a continué jusqu'au numérique, qui est le film où il y a quand même pas mal de slime, des acteurs souvent qui transpirent, il y a les aliens bavent. Aujourd'hui, on n'a plus trop ça dans les blockbusters actuels parce que, avec le numérique, c'est quand même beaucoup plus lisse. C'est trop propre. Voilà, c'est trop propre. Quand on va chercher un peu chez Weta, on trouve quand même des choses assez difformes et c'est bien. Est-ce que vous pensez qu'on a perdu quelque chose avec le numérique? Rien à voir avec le numérique. Le numérique, c'est un support. Il y en a qui tournent encore en 35 aujourd'hui, ce qui est du pur snobisme. Non, mais ça n'a rien à voir. La pellicule ou le numérique, de toute façon, tout le monde transfère en numérique. Ça a été fait quand même à moitié en numérique. Les effets spéciaux, 3/4 même. Donc ça n'a rien à voir. Ça, si c'est moins gluant, c'est parce qu'ils doivent avoir un peu peur de choquer, je sais pas quoi, vous voyez. Après, il existe des versions, parce que Disney, maintenant, la Fox ayant été rachetée par Disney, on m'a dit qu'il y avait une version, et moi, on m'avait envoyé les modifications, j'ai même pas voulu les lire. Et un truc très drôle, par exemple, pour les doublages, à chaque fois qu'il disait « You're motherfucker », il doublait par « You're a melon farmer ». Parce que ça coïncide dans les labiales, vous voyez. Vous voyez le niveau, quoi. Et je sais que la version qui passe sur Disney en ce moment, mais il n'y reste plus rien, quoi. C'est complètement rendu clean, enfin, c'est ce qui est absurde. Déjà, bon, je vous remercie pour votre film qui m'aime beaucoup. Je suis un gros fan d'Alien, mais j'ai aussi été beaucoup marqué par tout le côté direction artistique de vos anciens films, et un peu de cela Dream, si tu vois, mais malheureusement, pas vu beaucoup. Et je me demandais si dans les réalisateurs français actuels, il y a des réalisateurs qui vous ont marqué pour ce côté direction artistique, qui vous ont rempli. Au passage, en plus, pour poser une question à votre monteur, ça peut être intéressant aussi d'avoir son avis. Donc voilà. Georges Méliès, quand même. C'est quand même Georges Méliès qui a inventé le cinéma de l'imaginaire. Il est français. Après, aujourd'hui, le visuel n'est pas vraiment le centre d'intérêt des metteurs en scène français. Moi, j'aime beaucoup Jacques Audiard, j'aime beaucoup Cédric Klapisch, il y en a plein. J'adore Le goût des autres, Diane Egger. Oui, il y a des films comme ça, mais ce n'est pas des films remarquables au niveau du visuel. Donc, les références, elles vont plutôt ailleurs que dans le cinéma français, sauf le cinéma des années 40. Moi, je suis un immense fan de Marcel Carné et Jacques Prévert, que je collectionne. Mon bureau est rempli d'affiches d'invitation première, des tas de trucs de ce cinéaste. Je sais tout sur lui. Je vénère le Quai des Brumes, les Portes de la Nuit, Le Jour se lève, Hôtel du Nord. Donc ça, oui, c'est le réalisme poétique qui a énormément influencé Amélie, par exemple. Toscan du Plantier, en voyant Amélie, a dit on dirait du Carnet Prévert avec les technologies d'aujourd'hui. Un immense compliment pour moi. Dans Alien, non, moi, Alien, je ne sais pas d'où il y a des influences. Je sais qu'avec Nigel Phelps, on avait décidé de faire du low-tech, on appelle ça, qui est l'inverse du high-tech de 2001, l'Odyssée d'espace, qui est un film que je vénère aussi. Mais là, de faire un truc un peu crapouette dans la lignée du film de Ridley Scott, où le vaisseau était un peu tout dégouliné, un peu rouillé, avec des syndicalistes. Vous voyez, on avait décidé d'aller dans cette veine-là. Donc les influences de ce film-là viennent plus de Giger, des autres films, de Ridley Scott, etc.
Ouais, moi je suis d'accord avec lui. Autrement, dans les réalisateurs actuels qui ont une ambition visuelle et graphique, c'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup. Je sais pas, Gaspard Noé, il a un œil, il a une vision un peu différente, mais comme Jean-Pierre, au niveau de Jean-Pierre, je ne vois pas d'esthétisme. Mais d'ailleurs, c'est mal vu en France. Quand on fait de l'esthétisme, on vous dit « Ah, vous êtes esthétisant ». Et je me souviens un journaliste de l'Est républicain me dit « Oui, vous avez encore fait un film esthétisant ». Je lui dis « Écoutez, je vous promets, je vais faire un effort, le prochain film sera moche. Je vous promets, j'aurai une bonne critique dans Télérama ». Et ben, elle a écrit « Le réalisateur fait son mea culpa ». Ah, on en entend de belles, là. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est déjà merci pour le film. En fait, on peut considérer que le premier, c'est une opposition entre une espèce de nature violente avec un alien, des pauvres, enfin des humains qui sont en gros syndicalistes, pauvres, etc. Et ils se font aussi écraser, ils sont pris en étau avec le pouvoir de la Weyland Company, donc l'entreprise, le capitalisme, etc. Et c'est ce qui fait que je considère que votre film est la meilleure suite thématique dans la série Alien. Je trouve ça intéressant dans votre mise en scène. Enfin, je voulais vous demander comment cette dynamique vient influencer votre mise en scène dans le fait que vous fusionnez un peu ces trois pôles qui sont très froids et très séparés dans le premier, alors que dans le vôtre, Ripley est un peu un alien, les aliens sont un peu des humains, le scientifique est aussi un peu un alien mais un peu foireux, et même les aliens sont aussi un peu des humains foireux. Enfin, je voulais vous poser la question de comment ça fait renseigner votre mise en scène, notamment dans le fait que les aliens se comportent pas mal comme des gremlins en fait. Non, moi je me suis pas préoccupé de tout ça. Il y avait un fond qui était dans le scénario quand même. Et ce qui était bizarre, c'était le côté plus sexuel, mais bizarre, parce que elle est de leur mère, donc c'est de l'inceste. Mais c'était bizarre, quoi, avec Sigourney, parce que elle a dit rien ne peut choquer un Français. Alors il y a une scène où elle caressait un peu le nouveau-né, et je lui ai dit va pas trop loin, la semaine prochaine, on doit aller encore plus loin. Mais t'inquiète pas, je vais plus loin. La semaine arrive, je lui rappelle, je lui dis tu te souviens, tu as dit que tu irais plus loin. Oui, je vais aller plus loin. Je lui dis, tu veux que je vide le plateau? Non, pas de problème. Et là, je vous raconte un scoop. Regardez pour vous, ça reste entre nous. Hein. Entre les 150 personnes ici, on ne dit rien. Alors, l'alien a une mâchoire intérieure. Je vous jure que c'est vrai, elle a fait une fellation à la mâchoire intérieure de l'alien. L'équipe était tétanisée. Hervé, quand il a vu ça, était offusqué. Il n'a même pas voulu le monter. Je lui ai dit, mais si on le monte pour choquer le studio, évidemment que ce ne sera pas dans le film. On va se marrer quand ils vont voir la tête qu'ils font. Même lui était offusqué, il n'a pas voulu le monter. Mais il existe quelque part un négatif dans une boîte, dans un laboratoire, avec ça qui existe quelque part. J'aimerais bien le revoir quand même. Par contre, au niveau du corps, ils n'ont aucun problème, les Américains. On peut aller plus loin, parce que voilà, un téton, on va les choquer. Un coup de fusil à pompe dans la gueule de quelqu'un les choquera jamais, quoi. C'est quand même le problème de l'Amérique, c'est la violence, les armes à feu et la peur d'un téton féminin. Ils ont quand même un souci avec ça quand même, non? C'est quand même grave, quoi. J'avais un projet qui parlait de sexe à un moment, et je l'envoie chez Amazon, et je dis, il a marqué qu'on voit ses tétons à travers le t-shirt. C'était non tout de suite, hein. C'est bizarre, quoi. Cette question. Les aliens, il n'y a pas de tétons. Comme ça on est tranquille. Alors, ça dépend des versions. Je vous conseille d'acheter le super artbook de Didier, la mécanique de la sensualité. Vous allez voir, il y a du tout et n'importe quoi. Allez, vas-y, pose ta question. Bonsoir, ici. Déjà, merci d'être venu présenter votre propre copie, nous prêter cette copie. Alors, pour l'anecdote, moi, c'était le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie, sans faire exprès en plus. Mais voilà. Aujourd'hui? Non, c'était pas aujourd'hui, c'était j'avais 7-8 ans. Non, mais en fait, il n'était pas le seul, c'est assez marrant. Il y a une anecdote, parce qu'on a beaucoup d'enfants de 7-8 ans à l'époque, quand le film est sorti. Canal+ l'avait passé en non-flouté un samedi soir à 21h, sans prévenir, et il n'y avait pas de truc -12. Et en fait, ça avait fait un gros bordage à l'époque, c'était vers Sud de l'Est. De parents qui avaient laissé leurs gamins devant, et tu avais plein de gamins de 8-7 ans. Leur premier film d'horreur, c'était Alien 4, Alien à la Résurrection. Et moi, je me rappelle, c'était aussi mon premier Alien, c'était lui, et d'où l'enfant terrible qui rendait mes cauchemars. Heureusement que le sang est jaune. Ça, par contre, ça craint. C'était la Fox qui avait exigé ça. On dirait du riz Paulin, ça craint le sang jaune. Ridicule, ça. Ouais, donc moi, c'était pas sur Canal+, c'était à l'école, mais ouais. Du coup, nous prenons note. Mais en tout cas, ça fait plaisir de savoir une dizaine d'années après, je le vois en présence du réalisateur, donc ça fait plaisir. Et ma question, c'était par rapport aux franchises d'Alien, par exemple, qui a demandé à plusieurs réalisateurs de faire un film chacun.
Et est-ce que ça manque pas un peu de nos jours de faire des franchises comme ça, très hétéroclites? Mission Impossible avait commencé un peu, mais finalement, c'est toujours été les mêmes après. Franchement, je suis moins ce qui se fait. Souvent, ces grands films sortent, je ne connais pas les noms des metteurs en scène. Hein. Maintenant, c'est un peu ça. On ne sait même plus qui les fait, les films. C'est plus ce qu'ils veulent, c'est une norme. Ils appliquent un schéma film aussi. Juste, c'est de l'entertainment, c'est plus vraiment de cinéma. Même si l'émission Impossible, c'est quand même très impressionnant à voir. Hein, c'est super bien fait. Et il n'y a pas de réalisateur qui se dégage de ça. On est plus sur une idée de catalogue, en fait. Que les gens pensent que ça avait été amorcé par Kevin Feige avec les films Marvel, et du coup, ils prennent cher. Mais en fait, c'est une mouvance que les cinémas américains avaient depuis quelques temps. On fait du catalogue, un truc facile à vendre, à envoyer, qui se ressemblent tous. Il y en a un, et c'est un peu du formula show. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Joss Whedon. Il a essayé de faire ce qu'il a fait chez Marvel avec la Justice League. Ça a été une catastrophe. Et résultat, les seuls films de chez DC qui fonctionnent, c'est ceux qui ont une vraie patte réalisatrice. Les autres, par contre, ils font des scores catastrophiques. Mais c'est une monstre qui continue, et au stade où même aujourd'hui Netflix a perdu beaucoup d'argent, et que les producteurs, les showrunners et les réalisateurs, du coup, enfin les acteurs chez Netflix, ont décidé de faire moins de films, mais de meilleurs films. Donc c'est-à-dire qu'ils savaient très bien que leur film était à chier, en fait, The Buzz. Donc on est vraiment sur cette mouvance-là, et qui est encore, voilà, on a ça un peu le fond du McDo, et on commence à comprendre que il faut faire des films avec des réalisateurs. Mais quand même, il me tenait un discours. Je me souviens que Tom Hoffman m'avait dit un jour, nous sommes la deuxième industrie d'exportation après l'armement. Donc ils ont la conscience, vous voyez, il me disait, il faut qu'on s'adresse aux plus stupides des spectateurs de Texas. Je me souviens de cette phrase, un peu méprisante. Donc, vous voyez, oui, par exemple, à un moment, Sigourney Weaver allait de dos, elle essayait d'ouvrir une porte, il voulait le faire dire off, parce qu'on ne la voit pas. Ah, cette porte est fermée, je n'arrive pas à l'ouvrir. Vous voyez, il voulait crétiniser un peu le film pour que ce soit vraiment compréhensible par tout le monde. Alors que l'histoire est complexe. Hein. Quand on a fait des tests et des focus group, que les Américains appellent les focus group, entre parenthèses, on essayait nous-mêmes de comprendre ce que les gens comprenaient, parce que nous-mêmes, on ne comprenait rien à cette histoire d'enfants, de nouveau-nés par rapport à la mère, par rapport à Ripley. Et d'ailleurs, quand vous voyez Guédiman, Brad Dourif, qui est dans son cocon, il y a tout un grand plan, séquence, et on l'entend. C'est toute une espèce d'explication qu'on a rajoutée, parce qu'on se dit, oui, on rien comprendre. Et même avec l'explication, aujourd'hui, j'ai rien compris. Hein. Ne me demandez pas d'expliquer, j'en serais un foutu. Vas-y, tu ouvres cette session. Oui, bonjour. Donc j'avais une question au niveau de la photographie dans le film. Dans ce film, la lumière, elle est assez différente par rapport aux autres films. Donc je voulais savoir... D'autres films, des aliens ou de moi? Des aliens, notamment. Et je voulais connaître un petit peu le processus de réflexion que vous avez eu avec Darius pour ce film. Surtout, on voulait un truc un peu froid, pas de tout chaud comme Délicatessen ou La Cité. Et puis, on a beaucoup travaillé avec le décorateur de Nigel Fett pour intégrer la lumière dans les décors. Et Darius était enchanté, toutes les petites les chaînes de lumière dans les couloirs, ou quand il est devant Dan et Daya, ils ont cette discussion, on lui pousse le paquet de billets, là, ils sont éclairés par en dessous, un peu à la Degas. Donc c'était vraiment un travail de collaboration entre le décorateur et Darius. Et encore une fois, Darius a appliqué un procédé spécial de développement, parce que c'était le chimique à l'époque. Et malheureusement, qui a été fait sur très peu de copies, parce que ça coûtait plus cher, et la Fox s'en foutait un peu. Mais voilà, c'était encore un traitement compliqué à la Darius Congi. Alors, on va faire les 3 dernières questions. Donc, je suis désolé si je ne peux pas toutes les faire, et je m'excuse d'avance. Moi, j'ai du temps, hein, ça va. Tu veux qu'on en fasse plus encore? Bon, 5. Eh ben, tiens. Suisse. On va faire 0. Bon, alors, bonsoir. J'avais une question plutôt au niveau du montage. Est-ce que les précédents films aliens ont eu... quelle a été l'influence des précédents films aliens sur le montage, sur le rythme? Absolument aucun. Je les ai vus, mais on fait en fonction du matériel qu'on reçoit, en fonction du style de réalisateur, de la vie propre du film sur lequel on travaille. On ne voulait pas faire une suite au vieux Barcelone. Non, il n'y a pas de référence au film précédent. On fait ce qu'on a, ce qu'il a tourné. Au niveau homogénéité, je me souviens qu'un des arguments qui m'ont confié le film, c'est que j'avais dit, je veux
Paul Giger est dans la continuité visuelle, qui est une vraie continuité. Ça les avait touchés. C'est pour vendre des films. Ah bon. Déjà, merci beaucoup d'être venu et d'avoir kidnappé mon petit Spider. Je voulais vous demander si, par rapport aux acteurs et à vous-même, vous aviez eu un ressenti particulier à la fin du tournage, par exemple, ou enfin, quelle a été l'expérience, comment vous l'avez vécu sur les tournages, etc. Et si vous avez eu des retours de la part des acteurs après, quand ils ont vu le film, s'ils ont eu, voilà, s'ils ont eu leur... Je suis resté copain avec plein, en fait. Avec Raymond Cruz, l'hispanique, Dylan Dorser aussi. Les Américains, c'est différent des acteurs français. La plupart, comme Danny Daya, me disaient « Jean-Pierre, dites-moi plus vite ou moins vite, ça suffira ». Par contre, Sigourney Weaver, qui est une actrice qui a fait du théâtre, elle s'asseyait par terre, elle avait des coachs dans tous les sens, elle avait jusqu'à 5-7 coachs. Un qui lui montrait comment arrêter un coup de couteau, un autre qui lui montrait comment nager, un autre pour la lumière, un autre pour faire montrer les gestes des aliens. Elle avait des coachs dans tous les sens. Pour le basket, bien sûr, évidemment. Donc elle, c'est plus une actrice qui travaille et elle m'aimait beaucoup parce que j'allais dans son sens. Parce que le premier jour, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit « Ah, j'ai une idée, je verrais bien les choses comme ça. » Elle m'a dit « Non, attends, moi je connais Ripley mieux que toi. Moi j'ai une idée. » Alors j'ai dit « Oula, d'accord. » Mais à partir du moment où j'ai admis ça, et j'allais dans son sens, elle m'adorait, quoi. Souvent je lui disais « T'aimes bien cette séquence d'action? Si on faisait plutôt une séquence de comédie à la place. You are my hero. » Après, elle n'était pas facile, hein. Il y a plusieurs fois, elle a quitté le plateau quand elle avait des problèmes personnels. Et un jour, j'en avais un peu marre. Moi, c'est moi qui lui ai tapé sur le front, comme ça. Je lui ai dit, t'as un caractère de merde, t'es pire que moi. Et c'est moi qui ai quitté le plateau. Et je lui ai dit, c'est bon, t'es viré, tu vas rentrer à Paris, cool. On me dit, dans la caravane, elle t'attend. Je me suis dit, ouais, je suis viré. Et je suis arrivé, grand sourire, tout l'orage était passé, elle avait besoin d'une petite confrontation comme ça. Voilà. Non, mais pas forcément facile. Mais par contre, elle m'a appris des choses. Elle m'a dit, le studio arrête pas de te dire, va plus vite, dépense moins d'argent, fais moins de plans. Mais n'oublie pas que tout ce que tu fais, c'est gravé sur la pellicule pour l'éternité, alors que les problèmes d'argent, dans 20 ans, plus personne n'en parlera. Et donc ça, je l'ai retenu, ça, quand même. Et de Winona Ryder, pour finir avec les acteurs, alors elle, c'est une ancienne hippie, hein, elle a grandi à Petaluma, dans une communauté hippie. Son grand-oncle, c'était Timothy Leary, le pape de LSD, quand même. Donc elle est arrivée le matin à Capitol, se couchait par terre, elle montrait à sa doublure comment faire. Elle s'en foutait un peu parce que c'était pas un film pour elle, en fait. D'ailleurs, elle fait un peu tâche. J'ai été obligé de faire dire à Michael Wincott, ah oui, la petite gamine qui se prend pour un pirate, à un moment, parce que bon, ça se voyait trop. Sans arrêt, elle voulait avoir une arme dans les mains, mais on aurait dit une poule qui avait trouvé un couteau, ça marchait pas. Donc toutes les semaines, je lui disais, non, la semaine prochaine, tu auras un revolver, la semaine prochaine. J'étais obligé de tricher parce que oui, c'était un casting un peu bizarre, quoi. Mais elle, par contre, dès qu'on avait tourné, elle me disait, c'est bon, je peux rentrer. Mais par contre, elle était exceptionnelle. Tiens, par exemple, elle se retrouve face au nouveau-né. Mais il n'était pas fini, le nouveau-né. J'étais embarrassé. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse les gros plans de réaction sur toi. Mais je vais t'expliquer comment il est nouveau-né. Bah, t'embarrasse pas, je vais te faire une gamme. Et elle commence à faire des... C'était ridicule. On arrive au montage, tout marchait. On était sidérés. On prenait tous les plans, ça marche. Le lendemain, je lui ai dit compliment. Je lui ai dit, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait. Ça marche tout. Là, arrête, je fais mon boulot. Oui. Merci. Bonsoir. On a parlé de l'intérêt d'Alien comme d'une franchise avec des cinéastes différents. Est-ce qu'à l'époque du film ou depuis, vous avez eu l'occasion d'échanger avec Ridley Scott, James Cameron ou David Fincher sur vos travaux respectifs? À part Fincher, parce que c'est un peu un ami. Enfin, je ne le vois pas tous les jours, je ne l'avais pas vu depuis 25 ans. L'autre jour, il était pour les Oscars, il présentait The Killer. Il fait « Hey JP, comment ça va ?» C'est sympa, vous êtes content. C'est lui qui m'a présenté Helena Bonham Carter, avec qui j'ai travaillé sur le tournage de Fight Club. Donc on est resté un peu potes. Mais les autres, je ne les ai jamais rencontrés. Non, je les ai jamais rencontrés, en fait. Je pense pas que Ridley Scott l'ait beaucoup aimé, c'est normal, c'est lui qui a créé tout ce truc-là, de voir j'ai mis de l'humour et tout ça. Je pense pas qu'il ait adoré. Alors, dans le générique, j'ai remarqué justement que Sigourney Weaver avait un rôle de coproductrice. Ah oui. Alors, ma question, elle est simple, c'est quel était son rôle concrètement? Oh, ça vaut rien, tous ces trucs-là aux États-Unis. Regardez, maintenant, il y a de plus en plus de producteurs
Et c'est n'importe quoi. Mes derniers films comme Steve Spivets, il y a un mec qui est producteur, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais même pas qui c'est. Les producteurs au début, sur Alien, je ne les ai jamais rencontrés, c'est du bidon complet. Et Sigourney, elle a dit, quand même, j'ai bien travaillé, je pourrais être crédité comme productrice. Alors là, tout d'un coup, j'avais le Final Cut. La fois, je me dit, c'est toi qui décides. Je ne pouvais pas dire non, évidemment. Elle voulait même mettre son assistante personnelle comme productrice. L'assistante personnelle, donc c'est n'importe quoi. Aux États-Unis, c'est pour ça que vous avez tellement de producteurs au générique. Ça ne veut rien dire du tout, en fait. Vas-y. Bonsoir, oui, je voulais juste avoir un petit mot de votre collaboration à tous les deux, comment elle a démarré, si elle continue, je me rappelle plus du générique de Big Bug, pardon, enfin voilà, sur petite rétrospective. Il a fait tous mes films. Tous mes films. Et encore en ce moment, on travaille, comme je disais, sur une réclame. La première, c'était une pub pour les conserves de légumes en boîte. Et je me suis dit, oh, il est cool, toi. Donc, quand j'ai fait Délicatessen, naturellement, et sur Agnès, c'était pas évident d'amener le monteur, quand même, mais il a fait tout. Je crois que c'est le seul qui a fait tous mes films. Là, dans les trois. Ah bon, il y a Alain Carceau des effets spéciaux. Non. Bon, il y a toi, il y a Pinon et moi. Non, Pinon n'est pas dans... Il est pas dans Big Bug, il passe. Oui. Dans ce film, il est dans des Jack. C'est vrai. Non, mais moi j'aime tellement le montage que je suis à côté de lui. Puis souvent, à l'époque, quand c'était mécanique, il arrêtait l'image. Je faisais le même geste en même temps, on se regardait, on pétait de rire. Ouais, c'est claquer des doigts. Bon, moi j'aime avec la Steinmet. Je claquais du doigt et j'arrêtais exactement le mouvement. Il n'y a pas besoin de se parler, on sait comment on sent le rythme. On est tellement proche dans le choix des prises, dans tout ça, que sur le long des mois, j'étais quand même parti une semaine en vacances, un peu loin, je ne sais pas où, et j'avais signé un papier, comme quoi si je me faisais manger par un requin, c'est lui qui était en charge de finir le film. Ça, je l'ai recadré, il a affiché chez moi. Vas-y, tu peux poser cette question, c'est le micro. Bonsoir. J'avais une petite question. Il y a une scène coupée qui est censée se passer à toute fin du film où on voit les deux héroïnes atterrir à Paris. Et du coup, c'est une question plutôt deux. Déjà, est-ce que vous pourriez un peu nous raconter l'histoire? Oui, parce qu'en fait, la fin était débile dans le scénario, puis coûtait une fortune. Donc, il y a eu au moins 5 fins écrites. Même Guillaume Laurent, avec qui j'ai écrit Amélie, mes autres films, on avait écrit un. Oh là là, on s'en sortait pas. Et puis, à un moment, Dané Daya, c'est lui qui devait mourir aspiré dans l'espace. Et ça a coûté tellement cher. J'ai proposé à la fois, j'ai dit, et si c'était le nouveau-né qui disparaît comme ça? Et Dané Daya, je vais vous faire un truc qui va rien coûter, il va prendre sa cervelle, il va tomber. Voilà l'histoire. Mais donc, il y a eu, oui, 5 fins écrites. Et là, celle-là, il voulait que ça termine sur Terre. Mais là, on commençait un autre film. C'était pas possible. Donc, avec Pitoff, on a trouvé cette manière à peu près propre, je dirais. C'est pas génial, mais à peu près propre de voir la Terre de loin. C'est des stock shots de la NASA qu'on a achetés. Et on n'avait pas la fin. On a fini le montage. On est retourné à New York, construit un petit décor. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Winona Ryder a des moumoutes sur la tête. C'est pas terrible. On a retourné cette fin-là. Et puis, on avait refait un ou deux plans parce qu'à un moment, Sigourney Weaver, elle était grippée, ça se voyait un peu. Et puis, d'ailleurs, elle m'appelle le soir, elle me dit, j'ai réfléchi, je fais trop lesbienne, il faut la refaire. Donc la Fox lui dit, oh bah tu te débrouilles. Et bien ils ont repris le décor, ils l'ont ramené à Los Angeles, on a retourné encore la scène, vous voyez, comme quoi les actrices peuvent avoir du pouvoir. Merci beaucoup et bravo pour le film. Allez, une dernière question, la bonne. Monsieur au premier plan. Vas-y, je traduirai. Merci pour votre film et surtout pour cette version. Alors en plus, ma question, c'est un petit peu pour, j'espère, clôturer tout ça. En fait, j'aimerais avoir un petit peu votre vision sur l'avenir du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, les technologies sont de plus en plus performantes et on se rend compte qu'on arrive à peu près à une sorte de point de retour. Par exemple, on va voir Avatar pour oublier que l'on voit du CGI. On a des caméras qui sont extrêmement précises, donc du coup on est obligé de casser ça avec des objectifs un petit peu plus datés. Donc j'aimerais avoir votre avis un petit peu là-dessus. Comment vous sentez un petit peu la chose?
Il y a deux choses. On en a un peu parlé, le marketing a pris le pouvoir. Il y a eu un putsch, mais pas que dans le cinéma. Hein. Jean-Paul Gaultier, il y a aussi des gens qui lui expliquent comment faire ses costumes. Les architectes, les chefs en de cuisine. Tout le monde subit la pression du marketing. Moi, je vois maintenant, j'ai de plus en plus de mal à monter mes films et j'ai des jeunes producteurs de 35-40 ans qui m'expliquent comment je dois faire, sans aucune vergogne. Donc ça, c'est pénible et moi, je le vis très difficilement. Mais là, le problème, c'est pas la caméra. Hein. Les caméras, elles font 2000 ASA, autrefois, elles faisaient 100 ASA. Bon, c'est pas ça le problème. Le problème qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. Le président de la Fox a dit, dans 3 ans, c'était déjà il y a 2 ans, les scénaristes, les storyboarders, les monteurs sont faits par les AI. Alors ça fait flipper. Hein. Moi, comme j'ai 70 balais, c'est derrière moi, je vois ça avec curiosité, mais je ne voudrais pas avoir 30 ans là aujourd'hui. Je pense que tout ce qui est derrière un ordinateur, c'est plus ou moins condamné. Mais, comme disait Pitoff, les choses ne se remplacent jamais. C'est-à-dire que les choses s'additionnent en couche. Le cinéma n'a jamais remplacé le théâtre. Ça s'est additionné. Donc il y aura, je pense, toujours des films faits en bricolant par des êtres humains à la main. Mais les gros Marvel, tout ça, les scénarios seront écrits par des machines. Et ça ne pourrait pas être plus con, de toute façon. Mais c'est marrant parce que tu t'en parles et on voit qu'il se casse la gueule, quand même. C'est toute cette espèce d'industrie du on envoie sur une formule, se casse la gueule, et notamment à cause des IA. Les gens commencent, c'est bon, ils sont au courant, et il y a une vraie... de toute façon, je pense que vous suivez tous pour l'actualité, il y a un vrai vent contraire aux IA, il y a vraiment des auteurs, mais aussi des scénaristes, qui gueulent maintenant contre les IA. Je ne sais pas. Bientôt, je vais être président d'un jury et je vais juger une vingtaine de courts-métrages de 5 minutes faits par l'intelligence artificielle. Ça va être drôle quand on va remettre le prix. On va le remettre un disque dur. Non, mais je suis curieux. Moi, je suis curieux. Mais je m'en sers un tout petit peu, moi, pour trouver des références. Quand on me demande d'écrire un truc chiant, évidemment, je cherche GPT. Là, puis après, ici. Mais bon, Stephen Hawking a dit que c'était la raison principale de la disparition probable de l'espèce humaine. Après, c'est peut-être pas un malheur, hein, finalement. Si je parle à des étudiants, je peux vous dire, ça jette un franc. Par rapport à ça, en fait, ce que je pense au niveau de l'IA, c'est que c'est plus une béquille pour des gens qui n'ont peut-être pas forcément un talent d'écriture ou des problèmes au niveau de l'imagination, etc. Mais de là à pouvoir pondre quelque chose entièrement généré, c'est un petit peu moins de problème. Mais quand la béquille devient du coup le robot fait tout, c'est la différence entre les artistes et les artisans. Si ça coûte $3 la minute, je peux dire que les pubs vont être faites comme ça. Hein. À 30 secondes, $1,50, ils vont pas hésiter longtemps. Hein. Et toi, Hervé, dans le montage, est-ce que tu penses que l'IA va faire quelque chose parce que le montage? Oui, bien sûr, l'IA, vous ne rendez pas compte, ça va me submerger complètement. Complètement. C'est pas forcément un danger aussi, évidemment. On va s'adapter, ça va nous amener d'autres ouvertures, ça va amener d'autres choses. Mais évidemment, c'est partout. Au montage, au niveau créatif, je ne sais pas encore où ça va aller, ça va tellement vite qu'on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'organisation, ça sert tout le temps. On se sert, on fait des voix off, on peut créer des voix off avec la voix que l'on veut, simplement en l'écrivant, et ça aurait beaucoup de facilité à faire du doublage. Maintenant, ça va être incroyable. Ils modifient les bouches, ils peuvent faire parler un acteur français avec la voix de Brad Pitt en français. Enfin, c'est hallucinant ce qui se passe. C'est nous est tombé dessus en quelques mois. Quoi. Je pense en partie parce que l'IA est tombée dans le domaine public et tout le monde s'en sert. Et comme tout le monde s'en sert, plus elle apprend, plus elle se... Et ce qui est bizarre, c'est qu'après 6 films Terminator, on soit là quand même. Je veux dire, on a été prévenus quand même. Et Big Bug. Et Blade Runner, et ça, enfin, c'est comme si, c'est un peu comme la bombe atomique, c'est comme si c'était une prophétie autour des actrices. On savait que ça arrivait, qu'il fallait pas que ça se passe, mais on disait que comme quelqu'un allait le faire, et ben fallait qu'on fasse en premier. Et si vous allez sur mon site, vous verrez, moi je continue à faire des petites bestioles ou des petits personnages avec des choses trouvées dans la nature, parce que c'est Auguste Renoir qui faisait tout métier, qui n'utilise pas ses mains, les suspects. Et j'en ai fait un film d'animation, j'adore, et jusqu'à la fin de ma vie, je travaillerai avec mes mains, et je bricolerai. Et voilà, les deux collaboreront. Mais aux jeunes, je leur dis, vous feriez mieux de faire plombier, parce que d'ici qu'un robot vienne réparer le vieil, vous avez bien encore 10 ou 15 ans devant vous. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup Hervé pour les informations. Merci.